Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, l'on va parler de cette période du 21 mai, qui avait débuté le 21 mai. Il est temps que je vous fasse la vidéo, puisqu'on est le 5, et qui ira jusqu'au 20 juin. Il s'agit de la période de floraison. Alors, on va tirer notre petit animal qui nous suivra, qui parlera à certains d'entre vous et qui nous suivra sur cette période de floraison. Allez, s'il te plaît, quel est l'animal qui va nous suivre sur cette période de floraison? L'hippocampe. Souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir, chance. Bon, mais pas mal. Pas mal. La période de floraison est d'habitude représentée, alors je vous cherche la carte, est-ce qu'elle est là? Par le colibri. Pourquoi le colibri? Parce que il représente justement la joie, la légèreté, l'ouverture de cœur. Et il aide à profiter de l'instant présent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des colibris voler, mais en effet, c'est très très léger et ça virevolte d'une fleur à l'autre. Ça ne tient pas beaucoup en place. Juste le temps de s'abreuver du pollen. Voilà. Et puis, hop, il passe à une autre fleur, une autre opportunité, etc. Et lui, justement, il va nous aider à saisir cette chance. Cette chance, cette joie qui s'offre à nous. Vous voyez? Donc c'est une période qui correspond en fait à la nature, hein, comme on peut le voir autour de nous. Bon, aujourd'hui il y a du soleil, mais normalement, là la pluie a un peu endommagé cette nature, en même temps on lui a apporté de l'eau. Encore un vaste débat aussi, hein, au niveau des inondations et des constructions, de l'urbanisation qui est faite. Ça, c'était un thème que j'avais abordé déjà il y a 30 ans. On avait déjà une alerte sur cette urbanisation, puisque plus on construit de routes, plus on construit de villes, plus on met du goudron, et moins la terre est capable d'assimiler et d'ingurgiter l'eau, ce qui fait qu'il y a énormément d'écoulement et de concentration à des endroits, et aussi des endroits sur lesquels, hein, on a dans les plans d'occupation des sols normalement des zones inondables, et par notre expansion, eh bien, on finit par construire alors que les anciens savaient que c'était inondable. Donc voilà. Mais bon, on va revenir à cette joie, de cette période de floraison. Donc la nature est en plein épanouissement. Une explosion de couleurs et de senteurs. Nos sens sont stimulés en permanence. Le climat est agréable et l'ambiance chantante porte en elle un brin de liberté. Tout à l'extérieur nous lance une invitation à profiter de la vie. Les peuples traditionnels ont travaillé sur le fait d'être dans la joie tout le temps. Et ça, il y a encore des études aujourd'hui qui le prouvent. Il y a de nombreux essais qui ont été faits. Plus on va faire la tête, plus on va se dire que, tiens, encore une journée de et
plus on va entretenir ce sentiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sourit jamais, ils ont fait l'essai hein, sur je ne sais plus combien de cobayes, et à force de ne pas sourire et de tenir, de faire la tête sur du long terme, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais le fait est que l'homme finit en dépression, tout simplement, parce qu'il ne sourit plus. Donc cette joie, voilà, ils le savaient déjà, nos ancêtres, il faut l'entretenir. Et la joie, c'est une nécessité vitale. S'harmoniser avec cette période, c'est rechercher la légèreté, comme le colibri, hein, célébrer les plaisirs du quotidien et la beauté de la nature, et plus que jamais poursuivre sa quête du bonheur. Les Navarros ont un concept nommé par eux Ozo. Ozo, c'est un mot qui désigne à la fois la beauté, l'esthétisme et l'équilibre, l'harmonie. C'est une notion clé de leur philosophie. La beauté est un élément fondamental qui rétablit l'équilibre et donc qui guérit. Pour communiquer avec la période de la floraison et guérir votre être intérieur, donc on nous propose oui, un poème navarro. Qui est d'ailleurs très joli et qui est une ode à la beauté. Et tout simplement, je trouve, à l'observation et s'émerveiller devant chaque cadeau de la nature. Hein. Là, ils parlent de la danse des sauterelles, de la rosée fraîche, de tout ce que vous pouvez finalement observer dans la nature et de s'en émerveiller. Voilà, et que même la vieillesse, c'est une beauté. Qui porte sur le chemin. La vieillesse porte sur le chemin de la beauté. Donc vers une vie nouvelle, puisque dans leur tradition, les Amérindiens, après la mort, on ne s'arrête pas à la mort, mais ce n'est qu'un début pour une nouvelle vie. Voilà. Donc forcément, il faut, pour cette petite partie-là, il faut y adhérer. Hein. Donc suite à ça, j'ai pas vraiment fait de sélection d'oracle, puisque finalement je me suis dit que ma dernière vidéo était haute en couleurs et que voilà, ça serait ma sélection de tarot donc et d'oracle, de jeu. Donc je vais pas la ressortir. Hein. Vous pouvez aller revoir la vidéo précédente si vous le souhaitez, mais en fait vous pouvez faire tout simplement votre sélection parmi les oracles les plus vibrants, ou les tarots les plus vibrants. Alors pour certains, ça peut être ceux qui sont hauts en couleur. Enfin voilà, chacun va prendre ce qui résonne et ce qui lui fait vraiment plaisir. Par contre, là, je vais développer, enfin continuer, en fait, tout simplement sur un oracle que j'avais commandé et que j'ai été chercher ce matin, qui s'appelle l'oracle du cercle. Voilà. Et tout simplement parce que ça aussi, c'est une joie de découvrir de nouveaux oracles voilà, et de les comprendre. Alors, en parcourant rapidement le livre, et une fois de plus, hein, c'était indiqué sur la boîte, Catherine, c'est un oracle de Catherine Sorolla Ménassieux avec des illustrations de Céline Cailleux. Et ici, sur ce coffret, donc le coffret des animaux guides, il est ressorti, je crois, dans cette collection. Ça, c'est une ancienne version et maintenant, je crois qu'il est ressorti aux éditions Trajectoire.
Alors, où est-ce que c'est marqué? Tadam! Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la même autrice. Voilà, mais je ne pense pas que ce soit la même de souvenirs illustratrice. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de jeux... Si, c'est aussi de Céline Cailleux. Donc elles se sont rencontrées en 2014. Donc ça, c'était leur premier jeu, voilà, en collaboration. Et voici le second. Donc on est toujours dans un esprit chamanique avec ce jeu-là. Mais je l'ai trouvé très très intéressant. Je vais vous faire part de mes premières observations parce que nous ferons un parallèle avec certaines cartes du tarot et en comparant avec le tarot de Marseille et le tarot de Thoth. Rapidement pour le Thoth parce que voilà, déjà le Rider-Waite, c'est la première piste de travail. Ensuite, maintenant, je commence un petit peu à comparer avec le Marseille et viendra après le Thoth en son temps. Voilà, donc bon, c'est des coffrets toujours sobres. Regardez ça, des cartes immenses. Immenses. Et pourquoi j'ai ressorti ça? Parce qu'ici, nous avons un pentacle. Donc, je vais vous faire part un petit peu de mes observations. Donc cet oracle du cercle, pour moi, il m'appelait depuis très très longtemps. Je me suis dit, j'aurais dû commencer par ça. Et voilà, chaque chose en son temps aussi. J'aurais peut-être pas eu ces mêmes réflexions. En fait, il est tout simplement passionnant. Donc dans leur avant-propos, il vous parle de ce cercle, qui est en fait une figure sacrée. Je ne sais pas si... Voilà. Si je vous le lis ou si je vous le résume. Mais elle est présente, ce cercle est présent dans toutes les civilisations et dans toutes les époques. Il a traversé tous les âges. Aujourd'hui, on le perd un petit peu, mais ça revient quand même. En fait, c'est une forme géométrique qui est la plus répandue et que l'on trouve dans la nature, hein, à l'état naturel, contrairement aux carrés ou aux autres formes qui ont été inventées en fait par l'homme. Donc c'est pour ça que le cercle représente à la fois l'univers, l'œuf cosmique, l'origine du monde, les cellules aussi, les atomes. Donc c'est l'origine de la vie finalement sur Terre. Hein. Il symbolise aussi le soleil, la lune. Donc il incarne à la fois la vie atomique microscopique et la vie humaine cellulaire et la vie cosmique, hein, au niveau macroscopique. Donc on le trouve vraiment sous deux formes. Hein. On part du microscopique jusqu'au macroscopique. Il existe sous toutes les formes et il représente un tout parfait, qui est en fait un cycle de vie, de mort et de renaissance. Donc, comme je vous disais, chez les Amérindiens, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, finalement. C'est un renouvellement qui est infini. Alors, au Moyen-Âge, on trouvait déjà la roue de fortune. Et dans l'Antiquité, on la retrouve, oui, on la retrouvait au Moyen-Âge et dans l'Antiquité. Et dans le tarot, justement, on le retrouve aussi, on retrouve cette notion de roue.
dans les mandalas bouddhistes aussi, dans la roue tibétaine du Dharma, dans le calendrier aztèque aussi. Nous, on est les seuls à faire finalement un calendrier longitudinal. Énormément de civilisations font des calendriers euh, ronds, puisque ce n'est qu'une répétition. Le cercle aussi représente à la base finalement une protection, un endroit dans lequel on se sent bien, puisque les premières maisons étaient rondes. Et il peut aussi représenter donc la roue de médecine amérindienne, bien sûr, le Ouroboros, le yin et le yang chinois, la fleur de vie. Il représente aussi la voûte céleste et le zodiaque. Vous voyez, c'est vraiment une représentation qui est qui est encore présente. Et il peut aussi, l'œil divin est aussi représenté sous ce forme de cercle. Donc quand je vous disais aussi que c'était une protection, donc les premières maisons, que ce soit les yourtes, les tipis, les igloos, les huttes, les tulos, toutes nos premières maisons étaient rondes et c'était bien plus naturel puisque ça permettait de faire circuler l'énergie. Et aussi, lorsque l'on s'asseyait dans cette maison en communauté, il n'y avait pas tellement de hiérarchie dans la place, c'est-à-dire chez nous on a des tables parfois rectangulaires et où est-ce que la maîtresse ou le maître de maison s'assoit, bien souvent en bout. C'est une espèce de domination, alors que dans les maisons rondes, non seulement l'énergie circulait beaucoup mieux, il n'y avait pas de stagnation dans les coins, etc. D'ailleurs, hein, quand on purifie une maison, qu'est-ce qu'on commence par faire? On purifie les coins, d'accord? Puisque c'est là où les énergies stagnent et vont buter. Dans une maison ronde, toutes les énergies circulent. On parle aussi donc ça permet des échanges beaucoup plus harmonieux. Souvent, il y avait un feu, même déjà dans la préhistoire, il y avait un feu central et on s'asseyait autour du feu en forme de cercle, ce qui donnait non seulement une fluidité de l'énergie, mais de la parole aussi. Et des échanges qui étaient beaucoup plus harmonieux plutôt que d'avoir des échanges comme ça rectangulaire où on se passe finalement la balle aux uns et aux autres et où souvent on ne se voit pas tous alors qu'en cercle on se voit tous et il y a un plus grand respect. En fait souvent lors de ces conseils c'était pour servir une même cause. Donc on est tous égaux face à cette cause. Même s'il y avait le chef de tribu, etc., tout le monde dialoguait pour aller dans un même sens et non pas pour s'opposer ou opposer ses points de vue ou pour se faire entendre ou pour avoir raison. Donc rien que cette disposition-là, ça me donne envie de changer ma table. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir avoir beaucoup plus d'harmonie. D'ailleurs, on parle souvent de cercle. On parle de cercle d'amis. On parle... c'était où ça? Les cercles... des cercles de... Ça peut être des cercles de prière, des cercles de lecture, des cercles... Donc, c'est un mot que l'on utilise encore beaucoup. Et parfois, donc ce cercle,
c'est l'intérêt aussi de ce jeu. Ça peut être une protection, mais parfois il faut pouvoir s'en dégager parce qu'on peut, il est parfois difficile de rentrer dans un cercle, il faut montrer patte blanche. Donc il faut faire attention aussi de ne pas s'enfermer, mais de rester ouvert voilà, sur l'extérieur. Et d'avoir une circulation, non seulement à l'intérieur, mais avec l'extérieur. Cet oracle est très très bien fait aussi, enfin on voit qu'il est vraiment pensé euh, dans dans toutes les, dans toute la symbolique, parce qu'on retrouve aussi ce cercle autour de nous, hein, dans les assiettes, dans les dessous de plats, sur les couvercles, dans les panneaux de signalétique, les disques, avant, mais les CD ou les DVD encore, sur les pièces de monnaie, qui sont toujours rondes, les élastiques à cheveux, certains biscuits autour de nous. Donc on en trouve encore des ronds, même si on s'en éloigne un petit peu. Je reviendrai sur ce symbole-là. Je voulais d'abord donner la constitution de ce jeu qui est de 50 cartes. Donc là aussi, ça a été consciemment réfléchi et étudié, puisqu'elle voulait retrouver tout simplement le zéro, hein, le rond. Et pourquoi finalement 50 ? Parce que le 5, ce sont aussi les 5 éléments justement que l'on retrouve sur ce pentacle, donc l'éther, la terre, l'eau, le feu et l'air. D'accord, les 5 éléments. 5, c'est ce que l'on retrouve régulièrement dans notre vie, ce sont les 5 sens, donc les 5 éléments, les 5 caractères, les 5 saveurs gustatives aussi, salé, sucré, amer, acide et umami, les 5 couleurs primaires, les 5 sons fondamentaux, donc les voyelles A, E, I, O, U, Y, les 5 éléments qui constituent donc notre équilibre énergétique, comme je vous ai dit, l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther. Les 5 doigts de la main ou des pieds. Les 5 continents, les 5 océans. Voilà pourquoi elles ont réfléchi là-dessus et ont créé 50 cartes. 50 cartes, c'est aussi une référence à cet homme total, idéal, qui est représenté finalement dans un pentacle. Donc il s'agit bien sûr de l'homme de Vitruve, hein, de Léonard de Vinci, qui avait des proportions, parfaites. D'accord, vous le voyez, cet homme ici dans ce pentacle. Et puis c'est une référence aussi, bien sûr, au tarot. Mais du coup, j'ai ressorti mes tarots. Je vous montrerai après le jeu. Oui, donc dans le Rider-Waite, on retrouve bien en fait le pentacle qui est représenté ainsi. Par contre, dans le tarot de Marseille, c'est la Trinité, donc 3 trèfles avec 3 feuilles chacun, et le trèfle représentant la terre. Les deniers, normalement, se liraient horizontalement, ce sont ceux qui sont vraiment les plus ancrés à la terre.
dans le... Là, je me méfie, voilà, dans le tot. Le denier, c'est le disque. Quelque chose aussi d'infini. Comme ici avec le Ouroboros, c'est quelque chose aussi qui va partir du ventre. Dans le tot, tout part finalement du ventre, qui est le lieu de la création. Hein, c'est ressentir, c'est créer avec ses tripes et son cœur. Voilà. Donc ça c'est pour les deniers, et enfin pour les pentacles. Par contre, comme je vous disais plus anciennement, Marseille, on retrouve plutôt le trèfle qui représente la terre. Et on a aussi la roue de fortune, cette roue de fortune qui représente finalement qui est représenté par un cercle. Un cercle, oui celle-ci c'est bon, un cercle qui est infini. Dans beaucoup de représentations, finalement, on retrouve... et dans beaucoup de... comment dire, de talismans, de protection, etc., on retrouve ce cercle hein, qui permet de protéger, comme pour les premières habitations, quoi. Donc ici, vous voyez là, on est encore dans le tot, et on a une fois de plus la roue qui part de cette roue sacrée qui permet la création et la patience. Et aussi finalement, une notion d'imprévu. Je vais les mettre en dessous, celle-ci, parce que bien dénudé celui-là. J'ai pas envie qu'on me coupe ma vidéo. La roue de fortune, c'est le cycle de vie, c'est une notion de destin, hein, de changement inattendu. À l'envers, justement, ça représente cette résistance au changement. Donc on voit qu'il y a quand même quelques petites différences, mais pas tant que ça. En fait, c'est dans les représentations. Dans le tarot de Marseille, qui est un peu plus ancien, on a quand même ce sphinx qui est là. Alors moi, j'ai pas les bonnes couleurs, parce que normalement, il est bleu, il est coiffé d'une couronne jaune, et il a des ailes rouges, d'accord? Et il est sur une plateforme. Donc, ce sphinx, finalement, il va représenter le créateur. Hein. C'est le monde de cet invisible. C'est le seul qui est stable. Et c'est lui, finalement, qui va faire, qui est le maître de cette roue. D'accord? Qui va la faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, on a un chien. Un chien qui remonte des enfers, comme ici. En fait, c'est le symbole d'Anubis qui remonte des enfers, chargé de tout ce qu'il a pu apprendre dans cet enfer au niveau de ses erreurs, etc. Donc chargé de sagesse. Donc ça, c'est la roue qui monte. Dans l'autre sens, on a un singe. Donc là, c'est plutôt le hasard, l'imprévu, la rapidité, le caprice. Ici, je vais vous montrer, on a un serpent. Je n'ai pas pris avec moi, pardon.
on a un serpent. Mais ce serpent, en fait, c'est Seth. Et c'est le dieu destructeur. Donc lui qui va tirer la roue vers les enfers. Donc ici, ça c'est le mystère de la création qui n'est pas encore dans notre conscience finalement. C'est la destinée, on n'en a pas encore conscience. On ne sait pas encore ce qui va arriver et il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de nous, d'accord? C'est la part de divin, d'imprévu, etc. Donc la roue de la fortune, c'est tout simplement le destin. Alors c'est très marrant aussi parce que dans la roue de la fortune sur le Marseille, on a les 6 points cardinaux. D'ailleurs, il n'y a pas le... Normalement, c'est 8 comme ici. Pourquoi c'est 6? Parce que c'est ces 6 rayons des 6 directions principales. Mais c'est ce que j'avais noté, mais en fait c'est 8 si on prend nord, sud, est, ouest, et puis nord-est, sud-ouest, etc. Ça en fait 8. Pourquoi il n'y en a que 6? Pourquoi il parle de 6 directions? Bon, ça fera l'objet d'une prochaine interrogation. Donc on a les 8 directions principales, en tout cas dans le Rider Smith. Ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a toutes des inscriptions, des symboles, mais on a tarot. Tarot. On a aussi aura. Donc c'est-à-dire ce qui est prononcé. On a la Torah. Donc ça c'est la loi en hébreu. Hathor, qui est la déesse de l'esprit de l'amour. Donc finalement, le monde est régi par la loi de l'univers qui est l'amour. Et tarot, ça veut dire aussi roue. Voilà, donc ça donne juste envie d'approfondir et de connaître véritablement roue, c'est-à-dire cycle. Et ça donne juste envie d'approfondir et voilà, de connaître. Sur le Rider Smith, on a en fait les 4 éléments. Le taureau, c'est tout ce qui est physique, matériel, et c'est la terre. Le lion, c'est le désir et le feu, la passion. Ici, on a un aigle, c'est donc tout ce c'est l'air, il représente l'air et donc l'intellectuel. Et l'ange, c'est l'eau pour les émotions. Et on a ici donc les terres. Voilà. Les ailes aussi, c'est le symbole de changement non maîtrisé. Et le livre de l'apprentissage. Le 10 aussi, ça représente, et notamment ici avec Anubis, qui regarde la mort, c'est la fin de cycle. En fait, c'est accueillir une fin de cycle, accepter une fin de cycle. C'est pas la mort physique, mais c'est la mort, la fin d'un événement ou d'un cycle. Et qui est représenté aussi par le 10. Voilà.
Et donc, ces 5 symboles, on les retrouve, enfin ces 5 éléments, donc dans le pentacle qui est ici. On retrouve dans le livret énormément, enfin énormément, pas énormément, mais des tirages à mon sens très très intéressants. Donc justement, vous avez par exemple, là je tombe sur le bouclier, donc ça c'est un tirage de défense face à une agression que l'on ressent. Donc quoi mettre en place pour se défendre ou pour voilà, identifier un piège finalement ou des limites. On a le tirage la roue de l'année avec les maisons qui est repris, qui est fort intéressant et en fonction justement la carte là ils les ont représentées horizontales ou verticales, mais je pense que ça serait intéressant tout simplement de les mettre comme ça, tout simplement parce que si elle est à l'envers elle n'aura pas le même sens. Et c'est ça, moi à la base j'ai simplement acheté, je pensais pas avoir autant de passion pour ce jeu, j'avais simplement trouvé que, bon, si, ça je vous ai déjà dit que moi j'étais très attirée par cette notion de cycle sans fin, hein, de vie sans fin, mais aussi parce que, bon, les illustrations me plaisaient, mais parce qu'il y a toujours un double sens à cette carte, c'est-à-dire qu'à l'endroit, par exemple ici on a l'intelligence et le cosmos, et à l'envers, eh ben, ça devient le chaos. Non seulement on a un mot-clé, mais enfin on a un double mot-clé. Là, ici, la fleur de vie, c'est la seule qui, dans un sens ou dans l'autre, reste positive. C'est comme la carte bleue, c'est le divin, c'est la... Voilà, il n'y a pas de sens négatif à cette carte. Sinon, toutes les autres ont un sens positif et un sens négatif. Gaïa, c'est la fécondité, et à l'envers, eh ben, c'est l'extinction. La non-fécondité, donc l'extinction. Ça peut être au niveau créatif, hein, tout simplement. Hein. L'extinction d'une idée, d'une création, etc. Le soleil, c'est le rayonnement. Et à l'inverse, ben, c'est l'aveuglement. Complètement aveuglé par quelque chose qui va trop briller et nous attirer dans des mauvaises directions. Voilà, je vous montre rapidement le tunnel. Donc c'est le passage ou la vacuité. La lumière, illumination ou ombre à l'envers. Boucle du temps, la continuité ou la mort et la renaissance. Nous, on est plus là-dedans. Alors que chez les Amérindiens, c'est vraiment une continuité, quoi. Il n'y a pas de fin. Le cycle karmique, c'est soit une mission, soit une épreuve. Pourquoi sommes-nous venus ici et qu'avons-nous à régler? L'horloge, c'est soit la patience ou, elles sont tellement grandes, ou l'urgence. L'orientation, le gouvernail, la direction ou la dérive. La roue des possibles, opportunité, blocage. Fortune, infortune, chance, infortune, gain, perte. Productivité, stérilité. Mouvement, inertie. Perte de contrôle. Consécration, humilité. Et bien sûr, dans le livret, eh ben, vous avez pour chaque carte les 2 sens qui sont donnés. Donc à l'endroit, il y a énormément à lire. Hein. C'est un bouquin qui fait... Ah bah d'ailleurs, ça c'était drôle aussi, j'ai vu, qui fait 213 pages. Ouais, 213 pages. Non, j'avais calculé 5, mais ça fait pas ça. 5, ça fait 6. N'importe quoi. Bon. J'ai voulu aller trop loin. Voilà, l'appel, le silence pour le tambour. Le bouclier, protection, adversité. La cible, ça c'est bien aussi.
voilà, on a un objectif ou on a des hésitations. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce que l'on veut faire aboutir? Le cercle de feu, c'est soit l'initiation, soit un danger. Tout dépend comment on l'aborde. Le labyrinthe, c'est soit la quête, soit l'errance. On n'arrive pas à en sortir. Le puits de connaissances avec les livres, soit l'oubli. Et là, on a toutes les lettres les livres qui s'envolent en perdant leurs lettres. Je trouve les représentations incroyables. Le cratère, le supplice. La roue de médecine, c'est soit la guérison, soit le dérèglement. Le royaume des rêves, aspiration ou fantasme. Hyper intéressant aussi. Le berceau des ancêtres, c'est soit un héritage, soit un secret, ou des secrets. Le médaillon, reconnaissance ou exclusion, comme on disait tout à l'heure, de faire partie d'un cercle, de rentrer dans un cercle, c'est pas toujours facile. Le miroir, c'est la vérité ou les mensonges. L'iris, la clairvoyance ou l'illusion. Attention. Le pan, affirmation de soi ou repli. Le sceau de Salomon, la sagesse ou le pouvoir. D'ailleurs, le sceau de Salomon, on retrouve cette notion de pentacle. Et Aleister de Crowley, lui, l'utilisait beaucoup, justement, en sens vraiment positif, c'est-à-dire la protection avec les 5 éléments, le cercle, etc., qui protège. C'était vraiment fait pour des incantations positives, pour faire des vœux, pour se protéger. Et derrière, il y avait souvent le sceau de Salomon sur les médaillons. Le cercle des sorcières et des fées, donc la magie ou le maléfice. Harmonie, opposition, avec le yin et le yang. La rosace, épanouissement ou fragilité. L'anneau, c'est l'engagement ou le renoncement. Le sceau de justice, équité, préjudice. La ronde, rassemblement ou la division. L'engrenage, synergie ou la dépendance. Oui, parce que l'un dépend de l'autre. Soit c'est on avance tous ensemble, il y a une véritable synergie, soit on peut dire qu'on est tous dépendants les uns des autres et que s'il manque un maillon, ça ne fonctionne plus. La spirale, l'évolution ou involution, tourner dans l'autre sens. Avec là, toutes les connexions neuronales, c'est hyper intéressant. Le cerceau, insouciance, immaturité. La limite entre les deux, ouais. Le yo-yo, lâcher prise ou fluctuation. Aller-retour, aller-retour. Celle-ci, je la trouve très belle aussi. La galette, c'est le partage ou l'avidité. Gartopono. La grande roue, intéressante aussi. Je trouve ça pertinent, quoi. C'est soit une élévation, soit c'est simplement, on ne voit qu'une agitation. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça ne s'arrête jamais. Le serpent-cercle. Donc ça, c'est une transmutation, donc c'est un changement. Soit c'est un enfermement dans ce cercle dont on n'arrive pas à sortir. La porte céleste, c'est la spiritualité, ou on peut tomber dans la matérialité. Ça m'a fait réfléchir sur la consommation des tarots. Voilà, donc le pentacle, conscience, sensorialité. Et le monde avec l'exploration et l'intériorisation. Voilà, vous avez vu les 50 cartes de ce jeu. Voilà, et ça, des réflexions comme ça, et ben, ça me met en joie d'explorer. En plus, visuellement, je le trouve
très beau. Bon, ben, mes chers amis, j'espère que vous aussi, vous trouverez votre joie et vous verrez, quand je parlais d'enfant intérieur aussi, hein, c'est ce qui nous permet voilà, de prendre conscience de toute cette beauté autour de nous et de s'émerveiller pour un rien, ce qui nous fait vibrer, ce qui augmente notre taux de vibration et ce qui nous permet aussi voilà, de sortir de certains cercles. Donc joie, joie, joie pour cette période. Faites. Évidemment, on a conscience qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, mais des choses qui vous font, quand vous avez du temps, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Sur ces bonnes paroles, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.